Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h09, dernière partie de notre matinée, de notre émission. Je reçois deux policiers, Agnès Nodin et Fabien Billerand. Ils sont les auteurs d'un livre qui a pour titre « Police, la loi de l'Omerta » aux éditions du Cherche Midi. Sous-titre de ce livre, « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la police, on ne peut pas l'ouvrir. Pour la première fois, des policiers nombreux de différents services, les stupes, les mineurs, la BAC, les CRS, la police aux frontières révèlent ce qui gangrène la police. Le racisme, la violence, le harcèlement, la corruption, les faux en écriture publique. C'est une immersion dans le travail quotidien de policiers de différents services. C'est passionnant. Je vais recevoir dans un instant les deux auteurs, Agnès Nodin et Fabien Billerand. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Police, la loi de l'Omerta, soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Au moins c'est simple, pas question de l'ouvrir dans la police, mais vous l'ouvrez tous les deux. Agnès Nodin est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine de police. Oui. Bien. Fabien Billerand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes officier de police judiciaire spécialisé dans le trafic de stupéfiants. Tout à fait. Vous donnez la parole, dans ce livre édité au Cherche Midi, vous donnez la parole à des policiers de différents services. Les stupes, les mineurs, la BAC, les CRS, la police aux frontières. Et à travers les propos recueillis et retranscrits, vous révélez en quelque sorte ce qui gangrène la police. Ce qui gangrène la police, c'est le racisme. Ça existe, le racisme ? Non, jamais. Il n'y a pas de racisme dans la police ? Mais si. Alors, il y a du racisme dans la police, Agnès ? Bien sûr. Mais Quelle comme forme partout. de racisme ? Comment s'exprime-t-il ? Elle s'exprime par les mots, par les journaux, beaucoup par les mimes. Oui. Voilà, des insultes. Oui. C'est, je dirais presque un langage malheureusement commun de la police. C'est-à-dire que c'est des mots qui sont utilisés. Oui. Je prends l'exemple de Bico qui a été récemment d'actualité, ou ce genre de propos qui certains policiers n'ont même pas conscience en fait que c'est des propos racistes tellement le corporatisme et l'effet de groupe est fort en fait sur la culture professionnelle. Est-ce que vous en parlez ? Est-ce qu'on en parle dans la police ? Est-ce que lorsqu'un policier utilise un mot tel que bico, par exemple, est-ce que ses collègues lui disent « mais tu n'aurais jamais dû dire ça » ? Est-ce que c'est un sujet de discussion ? Oui, certains le font. Certains le font. Et puis après, il y en a beaucoup aussi qui ne disent rien parce qu'en fait, il faut le faire à chaque fois, on s'en sort jamais. Oui. Autre sujet, la violence. Alors, de quelle violence s'agit-il ? Mais la violence, c'est surtout... C'est-à-dire que les policiers sont violents. Des policiers sont violents. Alors, des policiers sont violents, effectivement. Mais ce qui ressort de ces témoignages, c'est surtout la violence en interne que subissent eux-mêmes les policiers. C'est-à-dire que quand on rentre à l'école de police avec tous les idéaux et l'engagement pour le service public qu'on peut avoir, on s'imagine qu'on va affronter des délinquants très durs ou une violence vis-à-vis des policiers, mais on n'est jamais préparé à ce qu'il peut se passer en interne. Et c'est surtout cette violence dont on veut parler dans ce bouquin, pour justement montrer que celui qui ose parler ou dénoncer des crimes ou des délits ou des dysfonctionnements, la violence va s'exercer contre lui. Et c'est une violence physique, une violence morale, une violence psychologique. Oui. C'est beaucoup on étire, on fait traîner les choses dans le temps, donc on épuise. Mais vous-même, vous l'avez exprimé dans le passage qui vous est consacré, où vous témoignez, Agnès Nodin, cette violence dans la police. Mais vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les dysfonctionnements de la police. Je voudrais le rappeler, Affaires de famille, Cherche Midi toujours, Affaires d'ado, Enfance en danger, Avis de recherche, plusieurs ouvrages. Vous avez l'envie de vous exprimer, mais pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Disons que celui-là, Oui, c'est celui qui me tient le plus à cœur, parce que c'est vraiment celui dans lequel il y a certaines choses que j'ai dit dans les premiers, mais je suis jamais allée jusqu'au bout parce que j'avais peur, parce qu'un certain nombre de choses. Alors que là, j'ai tout mis à plat. C'est vraiment c'est la dernière chose qu'on pouvait, en tout cas que moi je peux faire. Lui, c'est son premier, donc peut-être qu'il y en aura d'autres derrière. Mais tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Ouais. Voilà.
Oui. On n'a pas pu parler d'homicide parce qu'on n'a jamais réussi à avoir les preuves, mais on en a entendu parler. Donc il y a certaines choses qu'on n'a pas dites. C'est-à-dire dans la police? Oui, bien sûr. Ce qu'on peut appeler des bavures. Enfin, je veux dire, il y a des choses dans lesquelles, ça, c'est des choses qui existent aussi. Maintenant, on les a pas Et relayées. qui sont cachées. Oui. Oui, évidemment. Non, on va pas arriver Oui, sur une c'est pancarte. ce qu'on essaie d'illustrer au travers du recueil de tous les témoignages, c'est justement la mécanique un peu infernale qui va s'abattre sur le policier, qui va essayer justement de porter à la connaissance des, comme je le disais, des crimes ou des délits. Ce qui explique les suicides nombreux, malheureusement trop nombreux chez les policiers. Beaucoup trop nombreux, effectivement, puisque c'est 1100 suicides depuis 25 ans de policiers. Oui. C'est une moyenne de 44 suicides par an. C'est absolument calamiteux de rester en l'état. C'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est pour montrer que la crise suicidaire qui peut être amenée par différents facteurs, différentes raisons, est malheureusement éludé dans le débat autour de ces questions en interne, puisqu'on n'évoque jamais tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est tyrannie hiérarchique ou ce genre de procédé. Agnès Nodin parle du harcèlement dans le livre et dans son témoignage. Oui, mais Jean-Marc Cantet, qui est dans le livre aussi, lui est une illustration qui est pour moi emblématique justement de ça et de l'usure, parce que à partir du moment où il dénonce, il va se passer des années. C'est-à-dire que moi, en comparaison, j'y ai passé quelques mois, et plutôt que de rester dedans, étant officier, c'était plus facile pour moi de sortir, mais ça c'est parce que c'est mon grade qui le permettait. Lui, c'est pas forcément le cas, et d'autant plus dans cette enclave là, Pau, Bayonne, Biarritz, où quand on bouge, ça veut dire qu'il faut déménager toute la famille, etc. Et ça, l'usure... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à quitter son cadre professionnel. C'est très difficile de quitter son cadre professionnel. C'est effectivement très difficile, et je suis bien placé pour en parler, puisque j'avais formulé une demande de rupture conventionnelle pour quitter la police au début janvier 2021, et il a fallu 1 an et demi, non sans mal, pour l'obtenir. Donc, 1 an et demi, c'est-à-dire que... Vous allez quitter la police? J'ai quitté la police depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin. Oui. Ça permet aussi de pouvoir justement avoir une parole beaucoup plus libre, puisque, comme on le rapporte... J'imagine que certains policiers doivent être très en colère en vous écoutant, parce qu'ils disent, mais on abîme déjà que la police est malheureusement parfois mal vue par la population. Écrire un tel livre, c'est faire honneur à la police, en fait. C'est montrer du doigt les pratiques policières. C'est au contraire faire honneur à la police, je dirais. Alors justement, oui, c'est faire honneur à la police que de dire la vérité. C'est indispensable pour vous, pour la bonne marche de l'institution. Si on en arrive là, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Parce qu'en fait, ces choses-là en interne, elles ont été relayées déjà. C'est quelque chose qui est su. Donc les policiers savent. Le fait de pouvoir le faire à jour et de manière ouverte, c'est de leur dire, et qu'ils se rendent bien compte des situations dans lesquelles sont les policiers, et que eux, ils ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Lutter contre cette omerta est indispensable. Mais si on veut changer la police et si on veut changer les rapports entre la police et la population, c'est même pas essentiel, c'est une condition sine qua non. Représailles, injustice quand on parle. Oui. Parler d'omerta. Il faut fermer sa gueule. Bien sûr. Donc représailles et injustices qui s'en suivent. Représailles et les injustices, c'est des problèmes dans les notations, des problèmes dans les mutations, des problèmes dans l'accès aux primes, des problèmes dans un certain nombre de choses. Mais ça, tous les policiers le savent et tous les policiers s'en plaignent. Sauf que ils s'en plaignent et ils font les relais auprès des syndicats. Sauf que comme les syndicats jouent un jeu de cogestion avec l'administration, les policiers sont pris entre deux feux, entre ceux qui sont censés les protéger et les servir, c'est-à-dire les syndicats, et l'administration qui les commande en fait. Taire les problèmes, enjoliver les succès. Exactement. C'est du classique. Exactement, et justement vous en parliez, vous parliez tout à l'heure des suicides à la police. C'est faire honneur à la police en fait que de montrer du doigt, si je puis dire, les problématiques, puisqu'on ne peut pas se contenter se contenter du statu quo sur cette question. Parler des problèmes justement, les évoquer, et d'ailleurs on a fait le choix dans ces témoignages de ne pas d'anonymiser l'ensemble des policiers, parce que l'objectif ce n'est pas de pointer du doigt une personne en particulier, mais de démontrer justement que c'est l'institution. Voilà, quel que soit l'endroit, le service. Vous souhaitez une évolution de l'institution. Exactement. Et évidemment. Et de permettre à tous ceux qui se comportent bien de pouvoir aussi, quand il y en a qui se comportent mal, de pouvoir le dénoncer. Et écrire, c'est ça, c'est leur... Aujourd'hui, c'est impossible.
Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Mais parce qu'on pointe du doigt toujours en disant c'est telle situation qui est particulière et telle autre. Et là, c'est de leur dire non, en fait, ça se passe partout pareil. Et donc, de permettre aux policiers de pouvoir parler et de pouvoir dire les choses sans, entre guillemets, être inquiétés. J'ai remarqué une phrase. Un policier de la rue ne peut plus prendre d'initiative. Qu'aujourd'hui, un policier qui est dans la rue ne peut plus prendre d'initiative. Alors qu'auparavant, c'est vrai ou faux? Alors qu'auparavant, il était plus proche de la population. Je sais que vous étiez proche, vous essayez toujours de faire votre métier en étant proche de la population. C'est vrai que la fameuse police de proximité, dont on a tant parlé, qui a été démantelée à tort, me semble-t-il, ne permet plus cela. Qu'aujourd'hui, c'est la politique du chiffre, avant tout. C'est exactement ce manque d'initiative que vous soulevez, c'est justement dans la relation avec la population, où les policiers, depuis 2002, donc la fin de la police de proximité, ont été soumis à une politique du chiffre, c'est-à-dire un usage politique de la statistique qui ciblait, on va dire, le nombre d'interpellations, le nombre de gardes à vue pour évaluer le travail policier. Et c'est cette... C'est-à-dire que le policier n'est plus évalué sur sa capacité à garantir la paix dans le quartier ou dans la commune ou... Non, c'est-à-dire que la police crée ses propres statistiques en fonction de l'usage que les politiques veulent en faire. D'accord. Et la politique du chiffre, elle découle de ça. Et c'est justement ce manque d'autonomie qui est soulevé dans le témoignage de Serge notamment sur la relation avec la population, et d'ailleurs son exemple à la fin dans son rôle de délégué à la cohésion police-population est assez éclairant sur ce qui est possible de faire malgré tout quand on n'est pas soumis à l'usage statistique. Justement. Mais justement, quand vous entendez certains politiques ou certains citoyens vous montrer du doigt la police, quand vous entendez la police tue, vous réagissez comment, vous, Agnès ? La police tue, en fait. Je veux dire, les suicides, ce n'est pas un problème personnel, justement. Vous répondez, vous dites attention, la police tue, on l'accuse de tuer éventuellement des citoyens, mais on l'accuse aussi de tuer ses propres policiers. Tout à fait, c'est la première cause de mortalité. Le suicide à la police, c'est la première cause de mortalité. C'est pas l'animosité, on va dire, liée à la fonction. Je vous dis ça parce que c'est un livre qui s'adresse avant tout, me semble-t-il, aux policiers. Oui. C'était une volonté de notre part. C'était vraiment de pouvoir leur dire maintenant il faut arrêter d'être instrumentalisé, il faut que vous preniez conscience que c'est vous qui êtes acteur de ça et que si on veut pouvoir changer et être une autre police, après si on veut pas changer et que la société veut cette police-là, très bien, vous l'avez. C'est un livre militant. Vraiment militant. Oui, vous le revendiquez. Oui, complètement. Complètement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quelles que soient les représailles derrière, nous, si on l'a fait, c'est parce qu'on est certain que les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne peuvent pas continuer et qu'il faut que ça change. Oui. Je comprends. Je comprends. C'est un livre militant à travers des témoignages de policiers qui sont en situation et qui racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Et l'idée qui est vraiment sous-jacente, c'est de changer le système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les individus qui doivent évoluer. Que pourrait-on faire ? Par exemple, rendre l'IGPN indépendante. Déjà, première chose à faire. Ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire, changer les notations, les critères d'évaluation, mais on ne peut pas changer une chose sans changer celles qui sont autour, parce qu'elles sont toutes imbriquées, et c'est ça qu'on a voulu démontrer à travers tous les témoignages. Oui, Fabien Biron. Et je pense qu'il y a un besoin d'ouverture, surtout de cette institution, qui est complètement refermée sur elle-même. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour dénoncer un problème, et d'ailleurs, on se comprend de moins en moins entre policiers et citoyens. Bien sûr, les policiers ne répondent pas aux attentes des citoyens. Donc forcément, ça va créer des tensions. Pas toujours. Ils répondent aux attentes des politiques. Oui. Voilà. Et de toute façon, s'ils ne le font pas, ils se font écraser. Donc en fait, eux, ils sont entre deux feux. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la police pour être au service du citoyen. Ils se retrouvent à servir un pouvoir politique. Et ça s'est dégradé beaucoup sur ces dernières années. Et donc au final, les deux perdants dans l'histoire, ce sont les policiers eux-mêmes et les citoyens. Et les citoyens, Voilà. Si on n'a pas une police républicaine et citoyenne, je vois pas comment est-ce que la société elle peut continuer comme ça. Mais ça c'est valable dans toute l'administration, parce qu'il n'y a pas que... C'est pour ça que l'ouverture vraiment sur l'extérieur et la sollicitation des citoyens, la participation des citoyens à la construction de leur vraie politique de sécurité, à mon sens, c'est primordial si on veut ouvrir cette institution
Merci à vous deux. Agnès Nodin, Fabien Billeran, la loi de l'Omerta, police, la loi de l'Omerta, aux éditions du Cherche Midi. Alors, vraiment, je recommande la lecture de ce livre, si vous êtes policier, mais si vous êtes citoyen aussi, parce que vous allez mieux comprendre le fonctionnement réel de la police. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 12h27. Nous sommes avec André Berkoff dans un instant.